vraiment généreuse pour le président de la République qui lui permet de dire aux gens que je ne suis pas satisfait. Même s'il pouvait être satisfait, ça ne lui suffit pas en réalité. Il devait avoir tout de suite les réalisations de l'ambition qu'il a pour le Sénégal. C'est pourquoi peut-être il va davantage exiger de ses ministres plutôt que les autres présidents. Mais c'est heureux d'ailleurs qu'on ait quelqu'un comme ça à la tête de ce pays qui voudrait que tout de suite on puisse voir les résultats de sa vision pour le Sénégal. Et ça n'a rien à voir avec un gouvernement bis. Ce n'est pas une façon de mettre un peu de l'ombre à Aminata Touré, qui depuis un certain temps, on annonce un peu que ça ne va pas, le courant ne passe pas trop bien entre elle et le président. Et que même une information qui aurait été confirmée par des proches du président et des cadres de l'APR aussi. Non, qui ont demandé vertement son départ. Je pense que mais au moins vous êtes au courant de ça. Peut-être vous ne voulez pas vous mettre dans cette situation inconfortable, mais vous êtes au courant de ces informations. Je pense que non, c'est une question où je suis à l'aise aussi. Vous savez, il ne faut pas qu'on utilise la langue de bois parfois quand on parle de certaines questions. Le président de la République a la prérogative de nommer aux postes civils et militaires. Il a la prérogative de nommer le Premier ministre. Quand il l'a fait, il l'a bien dit, il n'a consulté personne. Quand il pensera utile de s'en défaire, il le fera aussi sans consulter personne. Donc, je ne peux pas parler de supputation dans les rapports entre les uns et les autres. Ce que je sais, c'est que de façon concrète, je les vois toujours mener ensemble les activités gouvernementales. Et je les vois même parfois s'impliquer dans les activités politiques. Lui en tant que responsable national de notre parti et elle en tant que Premier ministre. Pourquoi les responsables alors, de votre parti demandent à ce que le président se débarrasse de Aminata Touré, se sépare d'elle? Ils vous diront eux-mêmes leur fondement. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre intérêt est de ne pas fragiliser nous-mêmes le président de la République. Je pense qu'il faut le laisser à l'aise, le laisser travailler par rapport à ce qu'il pense et le laisser choisir librement ses collaborateurs. Notre responsabilité à nous est de le défendre partout où besoin se fera. Notre responsabilité est de faire parvenir aux Sénégalais sa vision qu'il a pour notre pays. Ça doit s'arrêter là. Lui laisser maintenant le libre loisir de choisir qui il veut comme collaborateur. Et là, je m'en réjouis parce que vous avez vu que depuis que le président Macky Sall est au pouvoir, vous n'avez entendu parler d'aucune nomination scandaleuse. Aucune. Aucun haut fonctionnaire n'a été nommé ou aucun responsable politique n'a été nommé et que cela puisse faire scandale. Alors que vous avez pu voir sous le régime précédent un ministre être nommé et dégommé aussitôt après pour carence intellectuelle. C'est ça qui est grave. Le président de la République a une haute idée de la République. C'est important, permettez-moi la répétition, mais il le fonde, d'ailleurs dans le nom du parti, vous avez vu que le concept revient. Il le fonde sur le fait que le dialogue national, la stabilité nationale passe par une République forte. Mais une République forte voudrait que les règles du jeu soient fixées. Et qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont choisi un homme. Il s'appelle Macky Sall, il est à la tête de l'État du Sénégal. Il lui revient le libre choix de choisir qui il veut comme collaborateur, autant comme collaborateur principal que comme collaborateur secondaire. Avez-vous le sentiment que vraiment Aminata Touré empiète des fois sur les prérogatives un peu du chef de l'État? Je ne pense pas, en aucune façon. Pourquoi je le dis? C'est parce que je sais qu'elle est en parfaite intelligence avec le président de la République. Depuis un certain temps, on a remarqué quand même un recul, on peut dire un peu de sa part. Elle ne fait que présider des conseils interministériels et puis c'est fini. Vous l'avez vu monter au front hier, justement pour expliquer aux Sénégalais toute la banalité qu'il devait y avoir par rapport à l'accueil du président Abdoulaye Wade. Non, en réalité, il y a ce qui... Le contraire aurait été très grave, hein, surprenant s'il n'avait pas fait ça. C'est elle seulement que j'ai vue parmi les grands responsables de l'Alliance pour la République. Qui se sont tous tués alors, que je rappelle même que j'en parle directement, hein, devant le petit écran, que j'ai appelé et qui n'ont pas également répondu le Premier ministre a une posture de chef du gouvernement. Et que donc, elle doit pouvoir s'expliquer sur les actes du gouvernement. Les autres étaient à leur travail. C'est normal. Il ne faut pas que cette République soit bloquée par un homme qui a été choisi par les Sénégalais et qui a été défait par les Sénégalais. Un homme qui vous fait peur, hein? En aucune façon. Il ne peut pas. Il a orchestré tout un cinéma pour pouvoir créer cette notion de victime qu'il aime. Il aime cette robe de victime pour pouvoir parader dans les rues de Dakar. Je pense d'ailleurs qu'il est nostalgique de ces bains de foule. C'est pourquoi il nous bassine avec tout ça. Mais bon, le pays est en train de marcher, c'est ce qui est plus important. Comment ça va un peu? Bon, ça c'est un peu l'expression qu'on utilise comme ça, familier. Comment ça se passe un peu entre vous? Quand je dis vous, je parle de faire allusion à l'APR et vos alliés. Ça se passe comment? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien? Oui, le président de la République... C'est vrai que de temps en temps, on entend un peu la LD lancer quelques diatribes aussi. On va y aller. Le PS qui est là, qui dit tantôt non. Bon, c'est pas tellement évident qu'on ira ensemble. D'autre côté, on dit oui, on ira ensemble pour les locales. Mais il faut bien voir comment ça se passe. Bon, l'APR également, qui on peut dire aussi... Dommage, l'AFP, c'est le mot que je cherchais.
Je ne dirais pas c'est donner corps et âme, mais quand même... Non, en défendant ses intérêts. Vous savez... En défendant ses intérêts? Oui, bien sûr. Allez-y, c'est important. Vous avez bien fait de terminer cette phrase alors. Oui, d'accord. Oui. Le président de la République a été constant dans sa démarche, au point d'avoir même grondé certains responsables de notre parti politique, l'Alliance pour la République, quand ils ont voulu s'attaquer à ses alliés. Il leur a dit, j'ai choisi mes alliés et je ne tiens pas à ce que quelqu'un contrarie mes relations avec ceux-là. D'ailleurs, quand il l'a fait, j'ai demandé, justement, à ce moment, je pense que c'était en réaction à une attaque du Parti Socialiste qu'il a pu, en fait, que certains responsables de la paire avaient exprimé leur désarroi par rapport à ce qui se passait. Le président est monté au créneau pour dire, écoutez, dans le cadre de mes relations politiques, je préserve mes amitiés avec mes alliés politiques. Et je voudrais que vous en fassiez de même. J'ai dit qu'il a donné assez de gages à ses alliés et que, justement, il faudrait que ceux-là lui rendent l'appareil. Je l'avais dit dans une sortie. Après, ce qui se passe maintenant, c'est que, au bout du compte, que le président Moustapha Niasse se rende compte que le choix de Macky Sall est résolu concernant sa personne par rapport aux engagements qu'il avait tenus avec lui. Et qu'il considère, parce que c'est un analyste politique aussi, c'est sur la base d'une analyse politique sérieuse qu'il a fait ces choix-là, qu'il est parti pour un compagnonnage de 5 ans au minimum avec le président Macky Sall. Mais que donc, puisqu'ils vont ensemble gérer l'État du Sénégal pendant 5 ans, ils ne voient pas l'utilité de pouvoir présenter une candidature dans les flancs de son parti. Parce qu'ils vont devoir défendre ensemble les 5 ans qu'ils auront passés au pouvoir ensemble. Et ainsi, il est naturel qu'ils puissent dire qu'ils ne voient pas l'utilité que son parti politique puisse présenter un candidat aux prochaines échéances présidentielles. Je suis d'accord avec lui. Dans ce cas, vous trouvez normal, oui, dans ce cas, vous trouvez normal que des responsables de votre parti également demandent à ce que vos alliés, les autres responsables également de vos alliés aussi fassent de même. En face de même. Le PS, la LDMPT, le PIT, tout le monde. Soit on fait de la politique politicienne comme le faisait le PDS avant, c'est-à-dire entrer dans le gouvernement d'Abdou Diouf, attendre 6 mois ou 1 an des élections présidentielles pour en sortir et puis battre campagne. Ça, c'est une démarche malhonnête parce que justement, on aurait dû défendre ensemble ce bilan-là. Donc, si on est parti pour être 5 ans ensemble, on doit pouvoir s'engager pour dire que sur les 5 ans, on va les défendre ensemble. Puisqu'on doit les défendre ensemble, on doit pouvoir continuer avec l'architecture actuelle. C'est ce qu'on attend d'un rapport de collaboration franc. Vous ne pouvez pas me dire que nos alliés n'ont pas été servis, autant dans le gouvernement que dans l'Assemblée nationale ou les autres institutions de la République. Comment voyez-vous dans ce cas le comportement du Parti socialiste? Il est paradoxal. Il est un peu paradoxal. Il y a des franges du Parti socialiste qui considèrent aussi que c'est un débat qui doit être posé à l'interne. Je ne dis pas parce que ce sont des partis démocratiques, il faut qu'ils puissent poser le débat à l'interne et que la règle s'applique à la majorité. Mais que c'est des débats qu'il faudrait poser. Parce que Khalifa Sall refuse de lâcher le morceau également, surtout la mairie de Dakar. On a entendu qu'Aminata Touré serait candidate aussi. Il y a un autre responsable de l'APR également qui serait candidat. On a également la mairie de Dakar Plateau aussi, si je ne me trompe aussi. Qui refuse de lâcher le morceau. Il a même dit ici sur ce plateau de par conviction. Monsieur Diaby, les enjeux ne sont pas les mêmes. Une élection locale est différente d'une élection nationale. Absolument. Autant je pense que naturellement, les partis alliés doivent pouvoir accompagner le président de la République jusqu'à la fin de son mandat et pouvoir combattre avec lui pour la réélection de cet attelage. Autant pour les élections locales, il y a des spécificités à prendre en compte. Une élection locale, c'est la rencontre entre un leadership local et une citoyenneté locale. C'est différent. C'est fondamentalement différent. C'est pourquoi vous verrez parfois des leaders politiques aller contre la volonté de leur propre parti politique ou sous la bannière d'un autre parti politique, gagner pour montrer à leur parti politique justement que nous sommes les plus représentatifs et c'est à nous que font confiance les populations. C'est différent. Je pense que pour les élections locales, si on trouve un cadre, c'est bon. Si on ne trouve pas un cadre et que quelqu'un pense qu'il est mieux à même de porter le projet politique de sa ville ou de sa collectivité locale, mais il doit pouvoir y aller et demander le suffrage de ses populations. Alors, dans ce cas, M. Diao, que vous inspire cette phrase d'Alioune Ndoye qui dit que vraiment, il imagine très mal que le Parti socialiste aille une élection sans présenter un candidat pour la présidentielle? Je voudrais retourner la question au maire de Dakar Plateau lui-même, que je salue au passage parce que c'est un de mes aînés. Je voudrais lui dire de me faire comprendre comment il serait aussi imaginable que le Parti socialiste accompagne le président Macky Sall jusqu'en 2017 et qu'il puisse dire nous allons malgré tout défendre un autre bilan ou bien nous allons avoir une vision autre que celle que nous avons défendue jusque-là. C'est vrai, les partis politiques s'inscrivent dans une longue tradition démocratique. Le Parti socialiste, lui, est d'ailleurs le premier parti de ce pays-là, du point de vue de l'histoire. Mais il faut savoir tirer les conséquences d'un compagnonnage.
On ne peut pas être ensemble 5 ans durant. Et après dire on va présenter des candidatures éparses. Et je ne sais pas d'ailleurs sur quelle base on va devoir, sur quel bilan on va présenter, puisque le bilan là, il est comptable, le Parti socialiste en est comptable au même titre que nous. C'est une question à laquelle en fait lui-même devrait pouvoir répondre et après on en reparlera. Pensez-vous que le Parti socialiste vous soutiendra jusqu'en 2017? Je l'espère, parce que c'est le choix du président de la République. Le président voudrait... Malgré les réactions des socialistes que vous entendiez de part et d'autre également, même c'est vrai qu'ils ont quelques membres dans le gouvernement. En réalité, ils sont assez bien impliqués dans le travail gouvernemental. Ils sont assez bien impliqués dans le processus politique de concert avec l'APR. Et je pense que ce compagnonnage peut continuer encore jusqu'à la fin du premier mandat du président de la République. Est-ce que ce compagnonnage ne risque pas d'être un peu perturbé par les élections locales dont on parlait à l'instant même? Non. Non. Pourquoi? Parce que même l'APR, vous verrez au niveau de l'APR, vous ne serez pas étonné qu'il y ait des candidatures différentes dans les mêmes collectivités locales. Je vais en venir. Donc, même à Kolda, dans votre localité. Et entre vous et Bibi Diallo, ça ne marche pas. Bibi Baldé autant pour moi. Abdoulaye Bibi Baldé, c'est ça. Si vous voulez, on passe d'abord au Parti socialiste. Oui. Donc c'est normal. Au niveau même de l'APR, vous verrez des candidatures. Pourquoi donc on va poser le problème parce que le Parti socialiste n'est pas avec nous dans une collectivité locale ou dans une autre, que ça signifie qu'on va arrêter le compagnonnage. Je rappelle une fois encore que l'élection locale, c'est la rencontre entre un leadership local et une citoyenneté locale. Ça n'a rien à voir avec une élection nationale. Et on va bientôt aux élections locales. La date de clôture, c'est pour bientôt. Si je ne me trompe, c'est pour le 29. Et jusqu'à présent, il y a des blocages. Est-ce que Macky Sall vous a réellement dit que quiconque veut aller au local peut le faire, mais dans ce cas, ce sera à lui, s'il perd, d'en tirer toutes les conséquences? Ce qui est heureux d'ailleurs. Ce qui est heureux, parce que dans ce parti-là, justement, beaucoup de personnes sont en train de faire croire au président de la République qu'ils sont les leaders naturels dans leur localité ou bien qu'ils ont la représentativité populaire pour pouvoir gagner. Puisque le parti ne s'est pas structuré jusque-là et puisque certains ne veulent pas reconnaître le leadership des uns par rapport aux autres, qu'ils disent maintenant sa position. Il a dit clairement que le souhait est que d'ailleurs on ait une candidature consensuelle. C'est-à-dire que l'APR, comme les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar, aillent ensemble. Que si ce n'est pas possible, chacun est libre de présenter sa liste. D'accord? La seule condition qu'il pose par rapport à ça, et je suis d'accord, c'est un refus systématique de s'allier à une opposition qui est là en train de crier sur le président de la République alors que lui continue de faire son travail. Sur cette base-là, ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas accepter les règles de jeu et qu'ils peuvent s'aliéner le parti pour pouvoir aller à la conquête des suffrages, doivent pouvoir le faire et doivent pouvoir assumer. Et d'ailleurs, même s'il y a une logique consensuelle, s'ils perdent, ils doivent pouvoir montrer vraiment qu'ils ne sont pas ceux qui doivent pouvoir représenter l'APR au niveau des localités. C'est bon. Peut-être que c'est le départ justement de la structuration de notre parti. Parce que je sais que les ambitions sont telles que il va être très difficile parfois de regrouper les leaders dans une même liste. Mais là où ce n'est pas possible, je pense que les populations... Est-ce que ce n'est pas parce que si le président est conscient également vraiment de la situation actuelle et que bon, il sait pertinemment que son parti n'est pas structuré, vous venez de le dire à l'instant même, et que donc ce serait dangereux pour vous d'aller à des locales tout seul? Parce que dites-moi un peu, quel est le responsable de l'APR qui a gagné sa localité en 2009? Même si c'est vrai qu'en 2009, vous allez juste me dire que le parti venait de naître à l'instant même. Mais si je ne me trompe, il n'y a pas un responsable qui a gagné sa localité. Très proche du chef de l'État. Parce que d'abord, à ce moment, l'APR venait de naître. Oui, mais ça, ce n'est pas une excuse aussi. Non, écoutez, je pense que entre 2009 et entre décembre 2008 et 2012, ce que nous avons fait, ce que l'APR a fait, c'est de renoncer à toute ambition personnelle au service d'un projet commun, c'était amener le président de la République, Macky Sall, au pouvoir. On l'a réussi. Entre-temps, on n'a pas pu se structurer. On est parti sur cette base-là. On aurait dû. Ça aurait pu permettre de régler, au moins, de clarifier les règles du jeu. Ça n'a pas été fait. Mais je pense qu'entre les élections présidentielles, les législatives et la date d'aujourd'hui, il y a eu une somme de travail qui a été fait dans le cadre de la massification de ce parti. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a toute cette rivalité. Beaucoup de personnes sont allées faire adhérer d'autres responsables ou d'autres militants à l'Alliance pour la République. Que c'est sur cette base-là qu'ils pensent qu'ils sont plus représentatifs que d'autres. Je vous donne un cas simple. À Kolda, entre l'élection locale de 2009 et l'élection législative de 2012, le parti qui était dans des situations difficiles a pu évoluer favorablement au point même d'être deuxième au niveau de la commune et au niveau du département dans l'élection présidentielle au premier tour, et après d'avoir même eu le mérite d'être le troisième meilleur score au niveau national au niveau des élections législatives.
Donc ça veut dire qu'il y a un ensemble, une somme de travail qui a pu être faite. Mais ce n'est pas la même chose, comme vous-même vous l'avez dit. Hein, ce n'est pas le même contexte également. La présidentielle, c'est entre un homme et un peuple, si vous voulez, entre guillemets. Mais vous reconnaissez vous-même que l'affaire n'est pas structurée quand même. Et que bon, là, c'est... Eh bien, ce sera un combat en miniature. C'est pas un peu dangereux pour vous? Ce n'est pas une façon de vous suicider quand même? Non. Non. Ceux qui sont sûrs d'eux savent ce qu'ils doivent faire. Vous êtes sûr de vous? Moi, de mon côté, je pense oui. Parce qu'on a appris que vous avez décidé de maintenir votre candidature. Mais puisque vous êtes sur ce plateau, c'est maintenant à vous de nous confirmer cette information. Oui, j'ai présenté ma candidature la semaine dernière à Kolda. Je la fonde sur le fait que, en réalité, le travail qui doit être fait est énorme au niveau de la ville. Au détriment de votre parti? Parce que paraît-il que votre parti a choisi Abdoulaye Bibi Diallo Baldé. Non, il ne l'a pas, le parti n'a pas encore choisi. Non? Non. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas connaissance d'un choix qui a été fait par le parti. Aujourd'hui, il y a la déclinaison de différentes candidatures. Qu'est-ce que le superviseur alors a dit dans Le superviseur a tenu une réunion à Kolda en disant que le parti ne va pas s'immiscer dans le choix. Ce qu'il doit faire, c'est d'organiser le choix, le libre arbitre, sur la base du libre arbitre. Et que le travail de concertation devait être fait. Nous avons commencé, nous avons essayé d'entamer des travaux de concertation par rapport à tout ça. C'est peut-être du fait de certaines lenteurs que certaines personnes ont jugé utile de pouvoir présenter leur candidature. Mais pourquoi alors Abdoulaye Bibi dit que celui c'est le candidat? Je ne pense pas qu'il l'ait dit jusqu'à maintenant. Il a peut-être dit, ça aussi je le dois par rapport à l'histoire, il a dit qu'il avait une accréditation du parti pour être le point focal pour conduire le processus. Entre guillemets, c'est ce qu'il veut dire. Ou bien si c'est ça aussi, s'il prend en compte les intérêts du parti à Kolda, il sait ce qui doit être fait. S'il ne les prend pas en compte aussi, on en tirera les conséquences. Et de façon déterminée, l'objectif que nous avons, c'est de gagner toutes les collectivités locales de Kolda. Pourquoi? Parce que justement le processus de réélection serein du président de la République passe par une large victoire de l'APR et de sa coalition au niveau de ces locales-là. Parce que c'est comme ça qu'il peut faire parvenir aux citoyens locaux sa propre vision du pays et l'exercer de concert avec des élus qui ont pu être de son camp. Mais est-ce que cette situation ne risque pas de vous fragiliser un peu? Non. Non. Abdoulaye Bibi de son côté, vous également de votre côté? Non, il s'agit d'une élection à majorité simple. Donc, si on se targue d'être assez représentatif chez soi, dans sa propre localité, on doit pouvoir se battre pour gagner. C'est tout. Mais n'est-il pas temps pour votre président, votre responsable, si vous voulez, je fais allusion un peu au chef de l'État, vraiment d'arbitrer, parce qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps? Je pense qu'il va peut-être faire de la conciliation, mais pas de l'arbitrage. Pourquoi? C'est dangereux d'ailleurs que le président puisse arbitrer sur certaines questions parce que ça peut aliéner justement la personne qui a pu bénéficier de cet arbitrage. Cela peut lui aliéner peut-être les autres responsabilités locales. Il aurait été bon plutôt qu'on ait pu avoir des concertations à l'interne et que de façon consensuelle on dresse une liste. Mais si le cadre de concertation n'est pas créé, chacun doit assumer sa responsabilité devant l'histoire. Je me suis engagé en politique pour les deux raisons-là. Parce que je crois au leadership qu'incarne le président Macky Sall et sa vision pour le Sénégal, mais je veux être utile essentiellement à ma citoyenneté locale, à ma famille coldoise. Donc, ce combat-là, je dois pouvoir le mener avec, et d'ailleurs ce ne sera pas un combat que je porte personnellement, avec beaucoup d'autres partis et avec beaucoup de personnes représentatives de ce que Kolda est. Mais j'espère qu'on va pouvoir trouver une solution par rapport à tout ça. Je ne vais pas insulter l'histoire. Il est possible que vous puissiez entendre que, bon, il y a eu beaucoup de candidatures. Je ne suis pas le seul à avoir présenté ma candidature. Mais il est possible que vous puissiez trouver un cadre où on va aller de façon consensuelle. Pensez-vous qu'il y aura vraiment une solution, vraiment avec, après tout, ce qu'on a vu à Kolda, une tension qui était là-bas? Bon, non, il n'y a pas eu de tension. Nous, il y a eu des tensions quand même. Non, Monsieur Diao, il y a eu des tensions. Monsieur Diabé, vous n'avez jamais entendu des invectives à Kolda, vous n'avez jamais entendu des bagarres là-bas. Non, ce qui se fait ailleurs ne se fait pas à Kolda. Peut-être vous minimisez ce qui s'est passé, mais il y a eu des tensions quand même. Non, il n'y a pas eu de tension. Il peut y avoir des divergences. Nous, on a le mérite de pouvoir tous s'asseoir dans une même salle avec 400 ou 500 personnes ou même plus. Mais après que la réunion se termine en queue de poisson, que chacun est de son côté. Mais sans pour autant qu'il y ait des invectives, sans pour autant qu'il y ait des jets de pierre. Donc, on a ce mérite-là d'avoir des rapports civilisés entre nous-mêmes parce qu'on se fréquente, on se connaît et on s'estime réciproquement. Les ambitions, on ne peut pas dénier à quelqu'un parce que, bon, vous savez, un être humain, pour vous dire ce que c'est que l'ambition, vous voyez toujours un père souhaiter que son fils le dépasse, ou une mère souhaiter que son fils ou sa fille le dépasse. Ça veut dire qu'en réalité, chacun souhaite que son fils ait une ambition. On ne peut pas dénier à quelqu'un son droit légitime à avoir une ambition. D'accord? Maintenant, il peut y avoir un choc des ambitions.
Mais nous, à Kolda, nous savons qui est l'adversaire commun. Nous ne nous tromperons pas d'adversaire. Ce qu'il y a, c'est que je pense, on ne sait jamais. Il est possible qu'on trouve une solution sur les 24-48 heures. Et que de façon consensuelle, toute la coalition Benno Bokk Yakaar aille ensemble. Je le souhaite vivement. Si ce n'est pas possible, chacun, comme l'a dit le président de la République, est libre de se présenter, mais il assumera les conséquences et de sa victoire ou de sa défaite par rapport à l'histoire. C'est tout. Un choc des ambitions, on va dire, qui a fini par faire de votre parti un parti entre guillemets violent. Hein? Non. Non, APR n'est pas un parti violent. Ce n'est pas spécifique à l'Alliance. Malgré les coups de feu qu'on a entendus par là, les jeux de pierre, le festival de jeux de pierre, de chaises également, tout cela, non? Cela a été vrai sous le Parti socialiste, cela a été vrai aussi sous le Parti démocratique sénégalais. C'est le cas partout. Mais nullement on peut dire que l'APR est un parti violent. Écoutez, l'analyse politique qu'on va en faire, c'est quoi? Vous savez, l'histoire politique du Sénégal, avec le parti unique, a fait en réalité que le leadership, la conquête pour le leadership et l'adversité se matérialisaient à l'intérieur du parti unique. D'accord? Et on a hérité cela de ce parti, de ce système de parti unique, pour que justement, dès qu'un parti arrive à la majorité, c'est-à-dire exerce le pouvoir, le même combat, en fait, au lieu qu'on le fasse entre le pouvoir et l'opposition, on le fasse à l'intérieur des partis politiques. C'est un peu ce qui se manifeste comme ça. Vous verrez rarement, sauf dans le cadre d'émissions télé, des manifestations directes, des affrontements directs aujourd'hui entre des militants de l'Alliance pour la République et des militants du Parti démocratique sénégalais. Sauf quand il y a une élection présidentielle ou une élection législative. Sauf quand il y a une élection. Vous ne le verrez pas. Pendant maintenant l'exercice du pouvoir, les responsables grandissent, leur mouvement s'agrandit et il y a le choc justement à l'intérieur du parti de ses ambitions. C'est un peu cela qui l'explique. Ce n'est pas une haine réciproque ou le fait qu'on pense qu'on est plus compétent ou plus intelligent que les autres. En réalité, c'est le cadre d'expression justement du leadership qui crée ces problèmes-là. Mais les gens se fréquentent. Il ne nous reste plus que 5 petites minutes encore à passer ensemble. Je voudrais juste quand même terminer par Kolda. Et vous êtes candidat, vous maintenez votre candidature. Qu'est-ce que Abdoulaye ou El Hadj Amadou Diao a de si particulier vraiment, ou en fait que les autres ne peuvent pas faire et que lui, il peut faire, raison pour laquelle il maintient sa candidature? J'ai appris à être modeste en politique. On ne peut pas dire qu'on est la seule solution à un problème. Ce qu'on peut dire par contre, c'est qu'on a pris le temps de diagnostiquer les vrais problèmes et qu'on peut penser trouver les bonnes solutions. Mais quel que soit le programme, quel que soit le cadre dans lequel on peut le réaliser, le plus difficile est d'avoir l'adhésion populaire. Dieu m'a donné la chance aujourd'hui d'avoir eu une forte adhésion populaire autour de ce que je suis en train de faire au sein de l'APR et avec les autres composantes de la ville de Kolda et du département de Kolda. Parfois même, ça dépasse le cadre du département de la région de Kolda. Mais donc, je me dis qu'aujourd'hui, il est bon que tous les fils valeureux de cette ville-là ou de cette région-là reviennent chez eux pour s'impliquer dans un processus de développement sérieux, pour poser les vrais problèmes et trouver les vraies solutions. Vous savez, un programme quand même pour Kolda? Je peux vous donner quelques cas que nous vivons de détresse à n'en plus finir. Okay? Nous avons une mairie qui n'est pas solidaire, supposons des étudiants à Kolda. Vous verrez toutes les collectivités locales avoir un logement pour les étudiants à Dakar, à Ziguinchor, à Thiès ou ailleurs. En aucune façon, vous n'entendrez cela de la mairie de Kolda. Vous ne voyez pas l'accompagnement qui devait être fait par rapport à ça. Vous ne voyez pas une politique de soutien à l'initiative féminine. Vous ne voyez pas un cadre qui permette l'épanouissement de l'entrepreneuriat local au niveau de Kolda, qui permette justement de créer des emplois. Kolda est une ville où il n'y a même pas un service de ramassage d'ordures. Je pense que sur toutes ces questions, le mois venu, nous élaborons un programme, nous le dirons, mais le socle sur lequel nous devrons nous battre, c'est le propre potentiel que nous avons. Dieu nous a dotés, alhamdoulilah, de potentiel extrêmement important. Nous avons les ressources agricoles, nous avons les ressources sylvopastorales, nous avons les ressources forestières, nous avons notre intelligence et nos moyens humains, nous avons toutes les commodités pour décoller. Et malgré cela, on voit que Kolda reste comme l'une des régions les plus pauvres du Sénégal. Ça, c'est le paradoxe que beaucoup de gens ne comprennent pas. Je l'ai toujours appelé la ville des paradoxes, c'est-à-dire la ville où il y a beaucoup de potentiel, mais à l'aune des réalisations, on voit qu'il n'y a pas eu la syncrétisation des efforts pour impulser une politique qui permette d'attirer les investisseurs, Kolda même qui sont ailleurs ou étrangers, ou même pour créer un cadre de solidarité qui permette l'épanouissement du talent local. C'est ça qui est dommage et c'est ça qu'on veut rejeter pour mettre en place un nouveau système qui puisse faire face
aux urgences de l'heure et qui puisse faire face aux problèmes des Sénégalais en général. Voilà pourquoi El Hadji Amadou Diaw a décidé vraiment de se présenter coûte que coûte pour ces locales. Pas coûte que coûte. J'ai défini une feuille de route claire. Je suis candidat à cette élection. Je suis en train de travailler avec des partenaires, avec d'ailleurs beaucoup de partis coalisés. Nous allons communiquer sur cette question en fin de semaine. Mais c'est une candidature qui, au moins aujourd'hui, regroupe une vingtaine de partis politiques ou de mouvements alliés. Donc c'est une candidature de Kolda. Ce n'est pas la mienne uniquement. Avez-vous la LD, avez-vous aussi le PIT? Parce qu'on a pris toutes ces formations politiques serrées avec Abdoulaye Bi. Lesquelles? La LD, le PIT, non? Non. C'est pas une information fiable? Puisque le partenariat devait être scellé et annoncé publiquement en fin de semaine, je me permettrai par respect de ne pas dire le nom des partis avec lesquels nous allons partir. Mais je vous garantis que ces partis que vous venez de citer sont aujourd'hui avec nous. Avec vous, hein, oui. Merci infiniment, El Hadji Amadou Diaw. Merci, M. Diaby. Je rappelle juste que vous êtes responsable de l'APR à Kolda. Vous êtes aussi directeur des services fiscaux régionaux, inspecteur des impôts et des domaines. Juste une dernière question. C'est une petite digression. Est-ce que la réforme, comment va-t-on dire? Est-ce que la réforme, voilà, c'est le mot que je cherchais, je me suis perdu un peu dans mes papiers. Est-ce que la réforme du Code général des impôts, des impôts et des domaines a été bénéfique pour l'État? A été bénéfique pour qui? L'État. Oui, bien sûr. D'abord, il y a eu une simplification des procédures. Il y a une vision qui a sous-tendu la rédaction du Code général des impôts. D'abord, c'était d'avoir un code digeste. Et ensuite, de permettre une réarticulation, je ne dis pas un allègement uniquement, une réarticulation des charges fiscales en fonction de la volonté du président de la République. Quelle réarticulation devait prendre en compte le souci de solidarité sociale qu'il voulait exprimer avec les Sénégalais, donc une baisse substantielle de l'impôt sur le revenu, autant sur les salaires que sur les revenus catégoriels comme les revenus fonciers. Les entreprises ont beaucoup critiqué également cette réforme. Est-ce que vous, au niveau de l'État, en matière d'argent, vous avez senti une hausse également? Il y a eu une baisse plutôt, parce que l'État a continué la tendance baissière. Absolument. Donc, je ne vois même pas. Peut-être qu'à l'application, il y a eu quelques divergences d'opinion. Ce sont des divergences qui sont planifiées dans le cadre de concertation périodique avec la Direction générale des impôts pour lever les équivoques sur certaines questions. Il y a plus eu un problème d'incompréhension sur certaines dispositions légales et réglementaires du Code, plutôt que sur une charge fiscale qui a été rehaussée pour les entreprises. Avant cette réforme, où les impôts et les domaines versaient quelque chose comme plus de 800 milliards dans les caisses de l'État, maintenant vous en versez combien après une année? À peu près la même chose. À peu près la même chose, donc ça n'a pas trop changé, quoi. Oui, parce qu'il y a eu une hausse de l'impôt sur les sociétés. Voilà pourquoi les entreprises se plaignent. Les entreprises, en fait, doivent pouvoir voir. Parce qu'avant de déterminer un impôt sur les sociétés, vous m'emmenez dans des questions techniques, vous savez que l'impôt sur les sociétés est assis sur un bénéfice net. Donc, si les entreprises avaient fait le choix d'investir ou de réinvestir ce qu'ils avaient pu avoir, au moins, ils auraient pu bénéficier de certaines charges qui réduisent la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés. Mais si ça doit servir de distribution, en fait, c'est-à-dire que si cet argent n'est pas réinjecté dans l'entreprise, il est normal que l'État, qui est quand même à la base de tout ce qui est en train d'être fait dans ce pays-là, puisse tirer le maximum de recettes de ces entreprises. El Hadji Amadou Diaw, je vous remercie infiniment. Merci, M. Diaby. Je rappelle juste que vous êtes responsable de l'APR à Kolda, aussi, vous avez dit aussi inspecteur, hein, donc des impôts et des domaines. Merci infiniment à vous. Merci également à vous les téléspectateurs. C'est la fin de cette émission, mais juste avant donc de la refermer, on va juste souhaiter honneur et ménage à Abdoulaye Sarr, notre réalisateur, qui vient de se pendre il y a juste quelques jours.